Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Sans filtre, les agris en direct donc d'Agrimax. Maximin Charpentier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est, agriculteur bien sûr avant toute chose. On va parler très directement, pas de tabou sur la méthanisation. La méthanisation, c'est une véritable opportunité qu'il faut saisir. Moi, je pense que c'est une véritable opportunité qu'il faut saisir. Aujourd'hui, en fait, la capacité de l'agriculture à pouvoir collecter le rayonnement solaire à travers la photosynthèse et capter du carbone, ça a une valeur qui est monstrueuse dans le monde de demain. C'est la seule façon, quelque part, de récupérer du carbone et d'avoir une capacité de le restituer au sol. Il faut savoir que sur la planète, il n'y a que 3% des terres qui sont arables. Quand vous avez retiré les océans, les montagnes, les zones urbanisées, les zones où on ne peut pas produire, il reste 3%. Donc, il faut absolument que sur ces 3%-là, on puisse être en capacité, finalement, de créer une économie circulaire la plus établie possible et de capter un maximum de carbone. Alors, Maximin, vous savez, nous, on est très direct. Il y a une opportunité. Et pourquoi il ne faut pas rater le coche? Ou quels sont les freins qui pourraient nous empêcher de la saisir, cette opportunité? Il ne faut pas rater le coche parce que c'est une des seules solutions pour ramener, finalement, de la matière organique sur ces sols. Et un agriculteur, avant tout, c'est la vie des sols qui est importante parce que c'est son capital travail. Donc, règle numéro 1, c'est renforcer les sols. Comment? Grâce à la méthanisation. Et je dis bien grâce. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le digestat de la méthanisation, en fait, il y a énormément de composants qui, finalement, réactivent le sol. Les engrais, évidemment, mais finalement, tout le microbisme qui a permis de dégrader la matière dans le méthaniseur. Et aujourd'hui, on a cru, à un temps donné, que ça allait appauvrir le sol, que ça allait décarboner le sol. Mais en fait, quand vous avez la photosynthèse, 60% du carbone qui est capté, il est dans les racines. Parce que la matière verte, c'est un peu de l'eau, hein, il y a quand même peu de matière sèche. Donc en fait, beaucoup de carbone sont dans les racines. Donc quand vous ensilez, au final, vous ne décarbonez pas vos sols, surtout si vous ramenez le digestat après. Donc il faut casser certaines idées reçues. Alors évidemment, si vous faites n'importe quoi, que vous ramassez, que vous ensilez à tout va 2 fois par an la matière, etc., au bout d'un moment, vous allez déstabiliser. Mais il y a une façon de gérer la méthanisation qui est en bon père de famille. Vous récoltez tous les 5 ans dans une rotation établie. Et là, c'est super vertueux. Alors, Maximin, on le sait, donc il faut communiquer. Enfin, globalement, il faut expliquer cela. Mais ça ne suffit pas parce qu'en France, on se prend souvent la tête sur des choses qui n'en sont pas forcément nécessaires, sur les choses qui ne sont pas nécessaires. Et en particulier, on a l'impression que la méthanisation, c'est la big usine près de chez soi. Alors oui, on a ce sentiment-là. Mais en fait, il y a plusieurs façons aussi de voir la méthanisation aussi. Et finalement, la rentabilité dépend des tailles critiques, finalement, de taille de méthaniseur. Et si vous voulez vraiment avoir un bon rendement, il faut quand même une unité qui a une taille suffisante pour bien amortir un outil. Et ça, quelque part, c'est 3, 4, 5 exploitations qui se mettent en commun. Après, vous avez le modèle où, finalement, un gros modèle qui peut être porté par un grand compte, une coopérative, où là, on va avoir une rémunération de l'agriculteur qui est différente parce que l'agriculteur est moins impliqué. Donc, selon le niveau entrepreneurial de l'agriculteur, sa faculté à prendre du risque, peut-être qu'il peut s'associer à un projet un peu plus collectif ou un projet dans lequel il va falloir qu'il s'implique, lui, un peu plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la valorisation de la photosynthèse et du carbone, c'est une chance extraordinaire en termes économiques, parce qu'en fait, le carbone va avoir une valeur, et a déjà une valeur très très forte, et c'est normal, parce que l'énergie, et on le voit aujourd'hui avec la géopolitique, ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient, la façon, et toutes ces guerres-là, là on est sans tabou, mais elles sont quand même liées à la façon du monde à avoir une mainmise sur le pétrole. On peut prendre les choses comme on veut. Pourquoi les Américains sont au Moyen-Orient depuis 30 ans? C'est quand même pour faire un gendarme sur la capacité à s'approprier l'énergie et le pétrole. Donc on voit bien la géopolitique qui est derrière ça. Et s'imaginer une seconde que d'être en autonomie grâce à sa propre production sur l'énergie, il faille regarder ça évidemment avec un œil le plus attentif possible. Mais Maximin, on a les politiciens que l'on mérite et on sait très bien qu'on a fixé des normes et une norme qui est taboue dont il faut qu'on parle, c'est le taux maximum d'incorporation de végétal dans la méthanisation et on sait que les Allemands n'ont pas eu du tout la même approche. Alors moi je pense qu'il faut avoir une approche respectueuse des sols, la base. Après, de se dire l'agriculture doit décarboner son économie, sinon la planète va aussi à la catastrophe. Donc on doit jouer notre rôle, décarboner l'alimentaire. Si pour produire
finalement, j'ai une ferme de 100 hectares, ok? Si je mets 10 ou 15 hectares dans un méthaniseur, et ça me permet de décarboner les 85 hectares de production alimentaire et de nourrir les gens avec 85% d'alimentaire décarboné parce que j'en ai mis 10 hectares dans le méthaniseur, eh ben, pour moi, ce n'est pas un tabou et il faut l'assumer. Il faut assumer qu'à un moment donné, parce que, et on le voit bien, s'il y a un petit peu moins d'élevage, s'il y a moins de matière organique, les sols, pas de matière organique, descente de matière organique, et on voit bien toutes les zones qui ont arrêté l'élevage depuis 30 ans, il y a une chute de la matière organique des sols. Et on perd 1 à 2 tonnes, on perd 20-25% de capacité de rendement. Donc, la base, c'est les sols. S'il y a moins d'élevage, moins de matière organique, à un moment donné, il faudra trouver une économie circulaire autre. Et la méthanisation sera une des solutions incontournables. Nous avons une émission qui s'appelle Les experts du biogaz et dans cette émission, on se rend compte que souvent, sur les agriculteurs qui réfléchissent ou les éleveurs à s'installer en production d'énergie, en méthanisation, il y a peut-être le doute sur le gisement de matière disponible. Est-ce qu'aujourd'hui, il risque de s'épuiser? Alors, le gisement, là aussi, sans tabou, ok? Un sol qui a 1,2% de matière organique, il perd 20% de capacité à capter la photosynthèse. Un sol qui a 3% de matière organique, il va capter 20% de photosynthèse en plus. Donc à un moment donné, les 15% qu'on va mettre dans le méthaniseur, au final, avec le digestat qu'on va remettre au sol et de remonter la matière organique des sols, en fait, on va capter plus de photosynthèse in fine. Donc c'est un jeu à somme nulle. Moi, je veux bien qu'on discute pendant des heures sur quelle rotation idéale, par rapport à tel type de terroir, par rapport à tel... Mais à un moment donné, il faut qu'on discute de quelle méthanisation on souhaite. Mais il ne faut surtout pas se dire qu'on va se passer de cet outil incontournable. Passons des heures à en discuter pour savoir laquelle on va établir, mais surtout ne nous battons pas à s'opposer sur un faux problème qui serait oui ou non à la méthanisation. On le sait, on a des administrations qui ont une faculté assez forte pour créer de la réglementation et les premiers qui sont lancés dans la méthanisation nous disent oui mais aujourd'hui avec la réglementation RED ça devient de plus en plus compliqué, il y a beaucoup de tâches administratives pour y répondre. Est-ce qu'il faut avoir peur de la réglementation? Non, il ne faut pas avoir peur, c'est une chance. C'est-à-dire que quand vous êtes professionnel, que vous avez une approche très professionnelle, parce que le sujet de la méthanisation c'est un sujet qu'il faut aborder avec un professionnalisme incroyable. À partir du moment où vous avez tout tracé, vos entrées, vos sorties, que vous n'avez rien à vous reprocher, RED 2, ce n'est pas un sujet. Aujourd'hui, vous avez des outils informatiques, vous avez des soutiens. Le plus dur, c'est la première année. Vous vous calez. Après, quelque part, c'est la routine. Donc, pourquoi il faut absolument regarder ce sujet-là avec importance? C'est la traçabilité, c'est la preuve de notre vertuosité. Et si à un moment donné, on n'est pas capable d'investir un petit peu de temps et de moyens sur cette vertuosité, à quoi bon valoriser du biogaz et à dire on est les meilleurs? Non, il faut passer un petit peu de temps sur cette traçabilité. Par contre, derrière, cette traçabilité doit correspondre à un prix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent très bien que la valeur du biogaz a beaucoup de valeur. Et eux, grâce à cette garantie d'origine, ils vont avoir une compensation en termes de valorisation très importante. Donc, passons-y un petit peu de temps. Par contre, ne nous faisons pas avoir sur la négociation de la valeur in fine et ayons un bon partage de la valeur de la garantie d'origine. Pour finir, donc tous les voyants sont ouverts, il faut y aller globalement. Et vous d'ailleurs, dans la région, vous représentez une part importante de la méthanisation française. Oui, en Grand Est, on est à 40% à peu près de la méthanisation française parce qu'on était une grande région, enfin, on est une grande région de polyculture élevage où il y a eu un grand développement, notamment dans les Vosges, sur une méthanisation en cogénération. Alors là aussi, c'est-à-dire que la méthanisation, c'est un peu comme le train au début du siècle, hein, c'est-à-dire qu'on est passé de la machine à vapeur finalement au TGV. Et en fait, là, on se rend compte qu'en termes de technologie, sur la valorisation du CO2, sur le biogaz liquide, sur l'hydrogène, sur pourquoi pas la station-service en circuit circulaire, en économie locale, il y a de la valorisation ultra importante à aller chercher pour les territoires. Et moi, ce que je pense, c'est que pour réussir ce pari-là, c'est que finalement, vous avez une valeur, un gisement, ok ? C'est comme le vent finalement, avec l'éolien, vous aviez une valeur qui est le vent. Le problème, c'est que les capitaux qui ont investi là-dedans, finalement, parfois, ils sont étrangers au territoire. Moi, ce que je souhaite, c'est que les capitaux, ils appartiennent à ceux qui ont le gisement et à ceux qui vont utiliser l'usage. C'est pour ça votre démarche très territoriale de la fourniture d'énergie. Expliquez-moi un peu les points clés.
Eh ben, en fait, moi, je souhaite que les territoires s'approprient toute la valeur. À partir du moment où on veut se passer un petit peu du pétrole qui va arriver de je ne sais où, la valeur, elle est territoriale. Donc si on accepte d'avoir quelques contraintes territoriales, il faut aussi accepter de rendre quelques atouts au territoire, notamment sur le partage de la valeur. Et donc l'idée, c'est bien d'identifier un gisement sur un territoire, d'identifier les usages, que les gens se mettent d'accord et investissent collectivement dans un méthaniseur ou une bioraffinerie qui va servir finalement à l'économie circulaire d'un territoire. Et derrière, on a, parce que l'administration, parfois c'est une contrainte, mais parfois c'est aussi un avantage. Aujourd'hui, on peut faire un contrat, ce qu'on appelle une BPA, qui permet finalement de faire un contrat entre quelqu'un qui fournit de l'énergie, les réseaux, quelqu'un qui va l'utiliser, et de se garantir un prix en B2B sur 10, 15 ans. Donc si aujourd'hui vous êtes industriel et que je vous propose un prix à 15 ans sur l'énergie, ça va peut-être vous faire réfléchir. À quel prix va être l'énergie dans 15 ans? Ben là, je vous propose de faire partie finalement d'un projet dans lequel vous êtes partie prenante et vous allez maîtriser l'approvisionnement de votre énergie et son coût. Vous m'avez pas expliqué le projet TerraSolis, mais ça va jusqu'à la distribution. Alors oui, parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous avez un réseau de gaz, vous pouvez justement le plugger sur une station-service. Et grâce justement aux garanties d'origine, vous allez dire que cette station-service fournit du biogaz. Et le biogaz, on peut prendre le sujet comme on veut, n'empêche que c'est une énergie qui, en termes de bilan énergétique, est la plus rentable. Je veux dire, largement devant l'hydrogène, largement devant l'électrique, parce que finalement, c'est une énergie qui n'a pas été transformée Et stockable. et stockable. Donc, elle a un pouvoir monumental. Et donc, à partir du moment où vous maîtrisez le gisement, la bioraffinerie et la station-service, finalement, vous avez toute la chaîne de valeur. Et là, c'est un projet territorial. Donc, exactement. Qui va cibler dans un premier temps. Vous avez lancé le projet au mois de mars l'an passé. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a déposé les permis pour faire un méthaniseur donc sur la base 112, enfin sur ce qu'on appelait ex-base 112 TerraLab à côté de Reims. On est en train de porter un projet PIA 4 sur lequel France 2030, on est lauréat avec la Banque des Territoires pour tester une bioraffinerie. Et donc on est en discussion justement avec des partenaires locaux pour imaginer des usages avec le Grand Reims, avec la CCI, avec des acteurs industriels, pour justement faire la preuve d'un démonstrateur sur un site, comme quoi, quand tout le monde est suffisamment intelligent collectivement et a la même vision de l'avenir, on peut certainement faire un magnifique projet. Et toute dernière question, mais qui va bousculer certainement des acteurs comme Total ou comme les distributeurs d'énergie, c'est jusqu'à présent c'était assez simple, les agriculteurs ils étaient consommateurs de carburant. Aujourd'hui, vous allez être à la fois consommateur dans les fermes, mais aussi fournisseur. Il va falloir imaginer des équilibres dans les flux d'énergie totalement différents qui peuvent bousculer un peu les acteurs comme les fournisseurs actuels. Là encore, on n'est pas concurrent et je ne serai jamais un concurrent de Total ou d'Engie au niveau de l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie française, c'est 1600 TWh. Ça, vous prenez ce chiffre-là, c'est la somme totale dont la France a besoin d'énergie tous les ans. Et en fait, ces 1600, ils se séparent en 3 tiers. C'est 500 le gaz, 500 le nucléaire, 600 le pétrole aujourd'hui. Et donc, il va falloir se passer un petit peu de pétrole. Alors, sur les 1600, il va falloir être sobre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça c'est la règle numéro 1, sobriété. C'est-à-dire c'est passer de 1600 certainement à 1300, peut-être 1200, avec de la technologie, avec des savoir-faire. Et après, les 1200, ils seront toujours séparés en 3 tiers. Parce que le nucléaire, même avec l'EPR, il va falloir fermer des centrales. On restera à 1 tiers avec le nucléaire, même avec les EPR. Il va falloir supprimer un petit peu le gaz fossile et le pétrole, on le sait. Et donc, le gaz, le biogaz, doit avoir toute sa place. Et dans la planification écologique, on sait que ce sera toujours 500 TWh en gaz. Et dans les 500, il y en aura 100, ce sera le biogaz. Donc, on a un projet de 100 TWh en biogaz. Aujourd'hui, on est à 10. Ça veut dire que ce qu'on demande à l'agriculture, c'est d'améliorer, de multiplier par 10. À quelle échéance? 2030 2035, 2040, pour atteindre la neutralité carbone 2050. On connaît l'objectif. Il faut faire x10 par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. L'enjeu, c'est comment on le fait et à qui la valeur. Bon, alors c'est très clair. Il faut accélérer sur le biogaz et bousculer les tabous. Merci Maximin Charpentier. Merci Jean-Paul.